Salut les amis, bienvenue. Nous sommes en direct pour parler des huitièmes de finale de l'Eurobasket qui vont se dérouler à partir de demain à Berlin. Et pour en parler, nous sommes tranquillement avec Erwan. On est pépouze tous les deux. Ouais, c'est bien. Je suis un petit peu redescendu après le match face à la Slovénie. Et puis, je suis de nouveau frais, clair, dispo pour aller parler aider l'équipe de France sur le terrain même. Hein. Non, certainement. La meilleure manière de les aider, c'est de rester assis, évidemment. Donc, non, on est enthousiaste pour cette nouvelle compétition. On a l'impression que quand les poules se terminent et que les matchs à élimination directe commencent, c'est une autre quasiment compétition qui commence dans une autre ville en plus. Absolument. On voulait absolument faire ces previews de huitièmes de finale avec vous. On est en direct sur Twitch. Vous pouvez aussi regarder ces vidéos sur YouTube. Vous en avez l'habitude. Cette vidéo a vocation à durer que 24 heures puisque demain, dès midi, aura lieu le France-Turquie pour nos Bleus. Ça va être pas une mince affaire. On va aller faire une grosse preview de ce match-là. Les tenants et les aboutissants, les clés de la série, enfin les clés de la série, des formations professionnelles, les clés du match, comme c'est Tom qui m'a envoyé ça hier, les clés de la série. Ah, putain, merde. Les clés du match. On va faire aussi une petite cote Winamax parce qu'on est favori dans ce match et c'est toujours intéressant de voir ce que concoctent les bookmakers. Mais avant ça, on va d'abord se faire un point sur les résultats des différents groupes, puisque voilà, ça y est, tous les matchs de cette première phase, comme tu le disais, se sont joués, et maintenant vous pouvez voir donc les différents classements. Dans le groupe A, eh bien, c'est l'Espagne qui s'en sort face à la Turquie, dans un très beau dernier match qu'on a pu regarder ensemble. Erwan, c'était très très palpitant, un duel entre un Espagnol et un Turc, Lorenzo Brown face à Shane Larkin, c'était fantastique. Shane Larkin d'ailleurs blessé, on en parlera un petit peu après. Dans le groupe B, c'est le groupe de la France, la Slovénie finit première de ce groupe, c'était la grosse info, hein, les Allemands finalement finissent deuxième alors qu'ils avaient tout en main pour finir invaincus. La Lituanie se qualifie in extremis après 3 défaites en ouverture. Dans le groupe C, c'est la Grèce tranquillement de Yanis qui a encore mis 25 points en une mi-temps hier. Alerte à la cheville. Alerte cheville. Ouais. Apparemment c'est bon, ils ont été rassurants hier le staff. Donc on veut quand même que les gars soient à 100%. Il te dit c'est un petit peu jouer avec le feu. Alors on sait que Yanis avait raté un match, donc pour garder le rythme c'est important de jouer. Moi j'aime pas qu'on rentre trop dans de la gestion, mais c'est vrai que hier, face à l'Estonie, le match est rapidement plié. Il aime bien lui tirer sur la gueule, il s'en est bien sorti. Il était à 25 points la mi-temps, l'autre. Hein. Oui. C'est un drôle de joueur qu'on pourra voir en vrai de vrai dans une grande compétition. Dans cette compétition, donc, on y revient, la Croatie finit 3e dans ce groupe, et l'Italie 4e. Et enfin, la Serbie, qu'on pourrait affronter en quart de finale, finit première de son groupe D. La Finlande, la Pologne et la République tchèque de Tomas Satoranski et de Jan Vesely se sont qualifiés in extremis. Voilà pour les résultats des groupes. Maintenant, on regarde les affiches qui vont se dérouler samedi et dimanche. 4 matchs samedi, 4 matchs dimanche. On va en avoir plein les yeux. Ça se passera sur Canal+, vous en avez l'habitude. En tout en haut là-haut, alors c'est pas exactement dans l'ordre, on va regarder ensuite les trucs, mais voici le bracket, le Allemagne, Monténégro, Grèce, Tchèque, République tchèque, le gros Espagne, Lituanie, le Finlande, Croatie, de l'autre côté, ça fait un bon Slovénie, Belgique, Ukraine, Pologne, Turquie, France, et le dernier je l'ai pas parce qu'il est caché, je sais pas si tu le vois toi Erwan, non tu le vois pas non plus, le dernier match, attends je vais te dire ça, c'est Serbie-Italie. Serbie-Italie, mais il y en a un autre à 21h que je vois pas, il est caché derrière un truc, en fait. Grèce, non, si, c'est ça. Là, t'as Grèce, République tchèque. Grèce, République tchèque, absolument. Mais moi, il était cassé sur mon retour. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Donc, de très, très belles affiches à la fois les samedis et les dimanches. Donc, les deux gros trucs à suivre, c'est évidemment le France-Turquie à midi et le Espagne-Lituanie de demain soir. Ça va être palpitant à suivre. On va rentrer tranquillement dans le gros match qui nous intéresse, Erwan. Ouais, parce que c'est un gros match. Ça va être un gros match, forcément. C'est pas le meilleur tirage qu'on aurait pu avoir pour un huitième de finale. Il n'empêche que c'est presque pas plus mal pour cette équipe de France, j'ai l'impression, d'être tombé sur cette équipe de Turquie. C'est un gros huitième de finale. On va pas se mentir, pour moi, les Français restent favoris sur ce match-là. Mais au vu de la prépa, au vu des matchs de poule, les Français ont besoin de très vite rentrer dans le vif du sujet. Et c'est vrai, dans le vif du sujet, et d'avoir comme ça peut-être le plus gros huitième de finale de cet Euro. Mais en fait, c'est pas plus mal.
C'est aussi le fait de ne pas avoir d'excuses. On aime bien, pour cette équipe de France, quand elle est dos au mur, en général, elle arrive à bien réagir. Alors, elle a aussi la cape du favori, et on sait que l'équipe de France, alors pas cette équipe de France-là, hein, de basket depuis quelques années, mais en général, les équipes de France dans tous les sports n'aiment pas avoir ce côté, on est favori, il faut assumer avec la pression. On préfère toujours être outsider et tenter l'impossible. Hein. C'est quand même quelque chose qui est dans l'ADN du sport français. Impossible n'est pas français. Impossible n'est pas français. Le French Flair, on va tous les faire. Il y a quoi d'autre La French Connection, mais La French Connection. C'était pour autre chose. Hein. La French Connection, absolument. Pour être bien complet là-dessus, on va regarder les cotes aussi de ce match-là parce que c'était important de montrer combien tout le monde pense et est sûr que l'équipe de France est largement favori. Après, ensuite, on parlera de cette équipe turque parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Tom, tu me montres ça dès que tu peux. Dès que tu peux, mon Tom, sinon moi je vais te les donner. La France est donc à 1,26 pendant que la Turquie est à 3,65. Erwan, vraiment favori la France. Et tout le monde joue là-dessus sur Winamax d'ailleurs. Ouais, vraiment favori sur le papier. Je peux comprendre ça. Alors après, il y aura quand même pas mal de points sur lesquels il faudrait être très vigilant. Et on imagine que Vincent Collet, Pascal Donadieu, Laurent Forest et Rudy Nelom auront parfaitement préparé cette rencontre. Mais oui, pour moi, la France doit être favorite. Aux yeux de ce que j'ai vu en poule de cette équipe de France, qui était quand même la poule la plus relevée de l'Euro et de loin. Donc pour moi, ils sont favoris. De l'autre côté, les Turcs ont perdu 2 fois face à la Géorgie dans un match houleux et face à l'Espagne où dans un Money Time, ils ont pas bien géré. Donc je pense qu'on a quand même dans le jeu montré plus de choses que les Turcs ont montré. Quand je t'entends parler, je te sens plutôt confiant. Alors pas confiant dans le sens je me la pète, ça va être facile, mais j'ai confiance en mon équipe. Non, j'ai confiance en cette équipe-là. On sait que de toute façon la France n'a pas de marge pour la jouer facile. Ça, c'est ce qu'on peut retenir des phases de poule. Par contre, moi ce que je dis, ce que Vincent Collet a aussi répété en équipe de France, et j'étais pas mécontent, c'est que pour lui, le match face à la Slovénie est le meilleur match de l'équipe de France de cet Euro pour l'instant. Et je suis complètement d'accord avec lui là-dessus. C'est ce qu'on a dit au sortir du match face à la Slovénie. Tu rajoutes à ça la frustration un petit peu d'avoir été floué sur ce match-là. Donc il y a des certitudes dans le jeu, il y a un sentiment un petit peu de revanche et un petit peu de goût amer. Et pour moi, tout ce mix-là, je les sens bien, ces Français, pour attaquer ce 8e de finale. Est-ce que, après, tu vois, on disait que c'était le meilleur match contre la Slovénie. Après, c'est entre guillemets simple de se motiver contre une équipe comme la Slovénie. C'est comme dans le foot, quand tu comptes le PSG, c'est facile de se motiver. Là, jouer la Turquie, match coup près, donc évidemment c'est très différent, mais c'est pas les mêmes enjeux et c'est surtout pas le même type de concentration. J'ai confiance dans le groupe, j'ai confiance dans les leaders, j'ai confiance dans le coach aussi pour faire comprendre à tout le monde que c'est maintenant que ça commence vraiment. Maintenant, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise entame, la fameuse mauvaise entame. La fameuse mauvaise entame, et tu as raison, il faudra être bon là-dessus, parce que courir après le score face aux Turcs, où il y a beaucoup de joueurs d'Euroleague, il y a beaucoup de joueurs de filou qui connaissent le métier. Il y a beaucoup de joueurs à droite, tu connais ce type de... Voilà, très chiant. Il n'empêche que moi, face à la Slovénie, j'ai pas vu que des joueurs motivés par l'événement, j'ai vu des choses basket qui m'ont rassuré de leur réaction. Défensivement, il y a eu des choses très intéressantes aussi. Alors oui, il y a un extraterrestre qui met 47 pions, mais j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu des joueurs remettre le nez à la fenêtre. Et voilà, c'est en ça aussi que ça me rassure. C'est pas juste, tiens, on joue la Slovénie, on a un supplément d'âme. Il y a eu plus que ça dans ce match-là. Bon, très bien. Parlons des clés du match. Ça va nous permettre d'aller plus profondément dans les choses, de parler des joueurs individuellement aussi. Voici les 3 clés que nous avons sélectionnées donc, pour ce France-Turquie 8e de finale demain à midi à Berlin. Le duel des grands. Bien sûr, 2 raquettes très imposantes, beaucoup de joueurs connus, équitables dans cet Euro, on va y revenir. Imposer notre rythme et notre physique, ça c'est un des trucs qui me plaît énormément parce que si on n'impose pas notre rythme et notre physique, on sera peut-être en galère dans un money time. Et enfin, la gestion étant faible, c'est l'une des choses les plus compliquées à gérer dans tous les sports, mais c'est vrai que cette équipe de France morfle énormément lors des temps faibles, que ce soit en prépa, pendant les qualifs de la Coupe du Monde ou même dans cet Euro. Commençons par le duel des grands, ça va être quelque chose de fantastique puisque d'un côté, vous avez Guerschon Yabusele, dont on va parler aussi, qui a été mis au repos au dernier match. Tu as Rudy Gobert, qui a fait son meilleur match contre la Slovénie. On va regarder les stats de Rudy Gobert tout de suite. On a derrière lui Vincent Poirier. Et on a Mousfal, Erwan. Regarde Rudy Gobert, 12-8, 9 rebonds, à des bons pourcentages, 62% au tir, 63% au lancer franc. Rudy doit être dominant, parce qu'en face, il y a un joueur qui nous régale depuis le début de l'Euro. Le secteur intérieur doit être dominant, pas que Rudy. Je pense vraiment que tous les joueurs, pour moi, là, intérieurs,
Je vais même aller réduire sur le poste 5. Je mets Gershon sur un poste 4. Gershon, de ce qu'on a vu sur son euro, il est dans son basket, il est bien. Gershon va faire du Gershon. On va pouvoir compter sur lui. Le meilleur français, le plus régulier en tout cas, depuis le début de l'euro. Mais les postes 5, donc là, je parle de Rudy, Vincent et Mousse Fall. Je crois qu'il va falloir leur faire mal à ce secteur intérieur turc. En face, c'est Sartak Sanli, Alperen Sengun. Qui jouent tous les deux dans le 5 majeur. Tous les deux. Donc deux vrais 5. Qui sont des joueurs qui s'écartent. Sanli est un joueur qui s'écarte, qui peut causer des problèmes à Rudy. On le sait que Rudy, il aime pas, c'est compliqué pour lui d'aller chercher des pivots qui vont large. Il sera face à Gershon pour le coup. Il sera face à Gershon sans aussi. aucun doute. Ils peuvent changer. Moi, j'ai surtout vu que cette année, quand on l'a commenté, que Sartak Sanli s'est souvent fait démolir par Vincent Poirier avec le Real. Non, c'est clair, bien sûr. Ça, c'est aussi peut-être une match-up où on peut se dire que Vincent Poirier a un vrai avantage psychologique et basket sur Sartak Sanli dans des match-up. Maintenant, Alperen Sengun, on sait que si on lui laisse avoir la balle, poste bas, si on le laisse un petit peu, dès qu'il a la balle dans les mains, ce mec-là, c'est un bébé Jokic dans la lecture. Il peut décanter plein de choses, trop de choses. Je pense qu'il va falloir lui livrer un vrai combat physique et voir sur la durée si ce pivot talentueux peut répondre physiquement. Moi, j'ai vu qu'il s'était affûté un petit peu. Il est un peu plus explosif que ce que je l'avais vu cette saison NBA. Vraiment, je trouvais qu'il s'était affûté. Il n'empêche que Rudy, Vincent, Gershon là aussi, et Mousse aussi, bien sûr. Va falloir lui mettre un combat, passer devant, l'obliger, à chaque fois qu'il a la balle, que ça soit très compliqué, et s'il a la balle, que ça soit le plus loin du cercle. Voilà. Si on arrive à... Mais ça rejoint le deuxième point qu'on a vu, c'est leur rendre la guerre, leur faire une vraie guerre. Sur les lignes extérieures, le physique aussi va énormément compter, mais ça c'est au global. Mais sur le secteur intérieur, Sartak Sanli, Alperen Sengun, volé, massacré. On va regarder les stats de Alperen Sengun, qui fait partie des tout meilleurs joueurs de ce début d'Euro. Il a été hyper dominant, tu as parlé de poste bas, il a eu un nombre d'actions d'éclat extraordinaire, ça donne quand même 18 points, 8,8 rebonds, presque 3 passes D, c'est important aussi, 60%, enfin 59% au tir. C'est aujourd'hui l'arme numéro 1 de cette équipe de Turquie. Et c'est vrai que le duel face à Rudy meilleur défenseur intérieur, parmi les tout meilleurs défenseurs à son poste dans l'histoire de la NBA, ce type de confrontation, eh ben ça doit l'exciter encore plus qu'à l'accoutumée. On sait qu'il est très bon dans le second rideau pour couvrir les arrières sur pick and roll, etc. Sur le mano à mano, sur le 1 contre 1 poste bas, c'est des choses encore qu'on a parfois vu dominer, parfois être dominé. Et on se souvient de Nurkic, avec la Bosnie, qui lui a fait énormément mal. Et de Nikola Jokic aussi dans la bulle, on s'en souvient, bien sur sûr, des séries de playoffs. Mais il va falloir, je pense là aussi, s'il a la balle, moi tout ce que j'ai vu de Sengun sur cet euro-là, il fait plein de choses. C'est à partir du moment où il a la balle, on est quasiment perdant. En tout cas, on est en danger, en grand danger. Donc il faut vraiment, pour moi, ce mec-là, le couper de la balle. Parce que le couper de la balle, ça veut dire que derrière tout le jeu de mouvement, tout le jeu sans ballon qu'il peut avoir aux côtés des Turcs, et ce qu'il peut décaler, les tirs à 3 points, et du coup derrière les drives que ça peut amener, le jeu sans ballon, tout ça c'est coupé. Si lui, on arrive vraiment à le couper de la balle, Alors, tu voudrais qu'il soit en overplay carrément quand il demande la balle? En tout cas, sur le début de match, j'aimerais bien qu'on lui voir ce que les Turcs peuvent faire d'autre. Ok. Alors, on sait qu'il y a Sedi Osman, qui lui aussi est un vrai créateur de jeu, mais beaucoup d'entrées de système. C'est tout de suite très vite, Sengun qui a la balle, et derrière, tout s'enchaîne. Après, tu as le droit aussi d'être bon défensivement sur lui une fois qu'il a la balle. C'est là aussi qu'on attend les grands défenseurs. Je pense que des joueurs comme ça, si on les laisse avoir la balle, et qu'on est derrière, et qu'on est dans le 1 contre 1 direct, sur la globalité du match, je suis pas sûr que la balance soit bonne. Il y aura des fautes. Il y aura des paniers, il y aura des fautes, exactement, des passes D. Voilà, moi je pense qu'il faut vraiment le frustrer et le couper de la balle. C'est un jeune joueur, c'est son premier euro au niveau. Vas-y, on va te faire un combat, on va te mettre un combat. Ça se joue avant. Les réductions de distance et tout. On va t'en mettre plein la gueule. Montre-moi ce que tu as dans le bide. En tout cas, Sengun est 11e meilleur marqueur de cet euro. Ça montre l'étendue du talon du garçon. On va continuer ensemble, tranquillement, vers l'autre joueur intérieur. On a fait le duel des grands, mais on va parler du physique et imposer le physique. Et quand on parle de physique avec l'équipe de France, on parle de Gershon Yabusele. Alors, tu as parlé un petit peu du fait qu'il était mis au repos lors du dernier match. On va regarder quand même ses stats. Il est deuxième meilleur marqueur de l'équipe de France avec 14,8 points. Tu disais que c'était le plus régulier. On a besoin d'un Gershon à 100%. C'est pas de doute, mais on a besoin d'un Gershon toujours aussi influent dans le jeu avec son adresse extérieure, parce que pour faire de la place à Rudy, c'est important. Voilà, j'espère juste qu'il va pas être gêné physiquement. C'est vraiment le seul truc. Sinon, j'ai pas de crainte. J'ai l'impression que face à la Slovénie, vu qu'on était déjà qualifié, et Dieu sait que la France a joué pour gagner face à la Slovénie, j'ai l'impression que le staff français n'a pas voulu prendre de risques.
Il n'y a pas eu trop d'infos, j'ai pas vu en tout cas qui sont sorties, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on a voulu prendre zéro risque. C'était une petite douleur, il me semble, derrière la cuisse, ouais. mais qu'on a voulu prendre zéro risque. Donc je me dis que 3 jours derrière pour une petite douleur sur laquelle on n'a pas voulu prendre de risque, ça va aller. Moi, ce que j'aime bien et l'importance de Gershon, c'est que oui, c'est le Français le plus régulier de l'Euro, mais c'est qu'il impose un combat physique. Et là-dessus, Sartak Sanli, Kabaka, là, ça leur plaît pas. C'est des bons joueurs de basket qui en attaque aiment bien avoir la balle, aiment bien marquer les paniers, mais par contre défensivement, les Turcs, surtout sur les postes intérieurs, c'est quand même pas la sécurité sociale. Et il va falloir là-dessus les punir aussi. Et l'agressivité de Gershon pour attaquer le cercle, pour poster et pour amener du tir externe, ça va être très intéressant. Il va falloir de manière générale qu'on fasse énormément défendre cette équipe turque. C'est pas ce qu'ils aiment faire le mieux. On parlait donc d'imposer le physique et le rythme. Si on est une équipe athlétique, sans aucun doute là-dessus, ça doit se voir défensivement. Il va falloir avoir des moments de stop, des 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, sans encaisser de panier. Bon, la Slovénie n'avait pas marqué pendant les 5-6 premières minutes du match de poule. Finalement, ils se sont réveillés derrière le génie de Lucas. Ils n'ont pas Lucas en face. Donc, en fait, tu dois être presque dominant sur tous les postes. Alors, c'est dit Osman qui est un vrai poste 3 de grande taille et tout ça. Donc là, difficile de rentrer dans un combat physique. Mais tu as des mecs plus petits qui peuvent l'embêter. Non, mais c'est dit Osman, c'est le meilleur poste 3 du match. Maintenant, Terry Tarpé, TLC, Timothée, là, c'est des missions. Là, pour eux, c'est les gars, c'est voilà, vous avez reçu votre mission, c'est de ce mec-là, au même titre qu'on veut rentrer dans la gueule des mecs, c'est lui rentrer dans la gueule. Sachant que Sean Larkin, a priori, il n'est pas là, il est blessé. Et quoi qu'il arrive, il aura fait un aller-retour en Turquie pour aller faire Istanbul, pour aller faire un IRM et tout. Donc, je pense que là-dessus, il faut cibler. Tu vois, c'est comme dans une bagarre générale, il y a toujours 2 leaders. Si tu frappes d'entrée, si tu frappes d'entrée le leader et le deuxième, ben les mecs ils vont dire, on va peut-être pas y aller. Tu vois ce que je veux dire? Cet exemple catastrophique. Chacun son vécu. Erwan Capo, hein, évidemment, des winners. Non, on va respecter les winners. Respect aux winners, tu rigoles ou quoi? Bien sûr, on respecte toujours. Hein. Et ça, les winners, on les embrasse. Tout à fait, absolument. Il y a un mec, je parlais de physique, il y a un mec qu'il va falloir impacter. On a parlé de Sedi Osman, on a vu, c'est Korkmaz, le joueur des Sixers, un shooter, poste 2, qu'on avait vu il y a 2 ans maintenant du côté de Pau sur un France-Turquie et il nous avait bien cassé les coups, on va pas se mentir. 11 points pour lui, des pourcentages très bas, c'est un arrière qui prend des risques, mais c'est un arrière dont il est impossible qu'il puisse prendre feu dans un match comme ça. On doit l'éteindre. Faut faire. Alors, on pourra pas éteindre tout le monde et rentrer dans la gueule de tout le monde, mais on va revenir sur la gestion des tempos et des moments faibles. Mais c'est vrai que Korkmaz, il va être en bugne à bugne avec Evan pour le coup. Et là, moi, je suis rassuré là aussi. Tu penses pas que c'est Sedi Osman qui va défendre sur Evan pour le coup? Alors, je te pose la question. Je pense que Evan risque de défendre sur Korkmaz pour le coup, mais c'est vrai que je pense que Korkmaz va certainement, que Osman va peut-être s'y mettre sur Evan. Mais de manière générale, et j'élargis un petit peu autour de Korkmaz, Sartak Sanli, tout ça, c'est pas des bons défenseurs. Et je pense que cette équipe de France là aussi, dans l'académie, dans la manière d'aller chercher Evan, il va falloir qu'Evan, ils vont lui mettre, t'as raison, Sedi Osman, sur le rable d'entrée. Et on sait qu'Evan, depuis le début de l'Euro, il est ciblé. On a vu Zoran Dragic, on a vu les Lituaniens, je me souviens plus des blazes, se mettre en mission sur lui. Et dès qu'il a la balle très tôt dans l'attaque, c'est plus compliqué. Dès qu'on arrive bien à bosser, qu'on lui met 2-3 écrans, qu'on arrive vraiment à le trouver après 8-10 secondes d'attaque, il est beaucoup mieux et l'attaque de l'équipe de France est beaucoup mieux. Et on doit, je pense, aller vers ça sur ce match-là, faire défendre absolument cette équipe de Turquie qui est une équipe maligne, mais qui est une équipe qui triche beaucoup en défense. Et les mecs comme Evan, les tricheurs en défense, ils les punissent. Et ça, j'ai envie qu'on travaille vraiment longtemps pour aller chercher Evan. Et si après derrière Evan va être doublé ou quoi que ce soit, parce qu'ils vont souvent aller se montrer sur des sorties de pique et tout, parce qu'ils sont pas bien organisés défensivement, derrière Evan, il a la qualité passe et on va trouver des tirs ouverts pour Terry Tarpé, pour Timothée, pour Thomas Hurtel, des flashs de Rudy à l'intérieur. Il faut vraiment que sur la discipline, on soit irréprochable et qu'on leur fasse mal sur tous leurs oublis défensifs. On regardait les stats avec Steph ce matin d'Evan, de ses pourcentages, on va les découvrir ensemble pour ceux qui n'ont pas suivi l'Euro jusque-là ou n'ont pas regardé les stats d'Evan. Il est quand même à 7
tentatives à 3 points par match sur 13 tirs tentés. C'est énorme. Il a 15 points par match, des pourcentages assez bas, 38% et 31 à 3 points. Il est capable de coups de chaud, ça on l'a compris. Mais tu viens de le dire, on a besoin de lui sur de la pénétration, sur les tirs drop. Ce qu'il a très bien fait dans la fin de match face à la Lituanie, c'était... Ouais. Lituanie où il domine dans la fin de match, si je dis pas de bêtises. Fin de match aussi contre la Hongrie aussi où il est bon dans la fin de match, où on a besoin de retrouver le Evan, pas que shooter d'Enix en fait. Non, pas que shooter, mais pour ça, On a beaucoup parlé de ça, mais c'est important. son pourcentage à 3 points, il est un peu suspect aussi parce qu'il a énormément de fins de possession kata. En ce moment, je vois des mains à main coupées, assez faciles et prévisibles à défendre. Donc, il est coupé, on passe avec lui au-dessus de l'écran. Donc, le main à main, il n'est pas fait. Il revient, il arrive à l'avoir, mais il est 3 mètres derrière le cercle. Il reste 3 secondes. Il y a beaucoup de tirs comme ça, casse-croûte que Evan prend. Et ça explique son petit pourcentage à 3 points. Mais c'est pour ça que je veux qu'on aille plus loin, qu'on travaille beaucoup plus. Dès qu'on prend le temps d'aller chercher Evan dans des bonnes conditions, derrière, il va driver, il a des tirs ouverts, il va trouver des passes. J'ai encore en tête cette passe sur l'attaque de zone en Bosnie sur Thomas Hurtel aussi, où il va le trouver. Donc, Evan, il n'est pas que dans un truc de je veux marquer des points. Mais par contre, dès qu'il est dans des bonnes situations, il se passe toujours des bonnes choses pour l'équipe de France. Donc, c'est important d'aller chercher notre meilleur scoreur, notre leader offensif, d'aller le chercher sur du bon taf. Si derrière, on sait que Gershon n'est plus, c'est un bout de chaîne. Donc, si on arrive avec ces deux-là, faut leur faire mal défensivement. Ça, c'est la première chose. Leur faire des fautes, les matraquer à l'intérieur et les faire courir dans les écrans. Ils aiment, à part Sedi Osman, qui est un très bon défenseur, derrière, il n'y a pas grand monde. Pour continuer sur l'équipe de la Turquie, il y a quand même quelque chose d'important à souligner, c'est que Ergin Ataman est un péteur de câbles. Ni plus ni moins. Là, on y est en plein dedans. Donc, je me parle du coach, l'équipe de Turquie, qui s'est déjà fait exclure. Alors, il y a eu l'histoire de la bagarre contre la Géorgie, visiblement, mais on n'a pas eu la suite des aventures. Mais Korkmaz s'est battu apparemment avec 3 Géorgiens, donc histoire catastrophique. Il y a eu plein de rumeurs, peut-être d'éviction, de départ de l'équipe turque de la compétition. Heureusement, finalement, ça s'est pas fait. C'est quelque chose aussi, pas sur lequel il va falloir appuyer parce qu'on est très mauvais là-dedans, mais l'impact physique doit nous permettre peut-être de les faire péter un câble. Nous, par notre sérénité, par notre calme, serein, ce qu'on n'a pas été face à la Slovénie. C'est vrai que c'est marrant de dire qu'Ataman est un péteur de plomb, alors que l'image qui fait le tour depuis hier, c'est Vincent Collet. Ouais, mais c'est pas fait exclure. Alors qu'Ataman a fait un coup de. Je savais pas qu'on était coaché par Ilko Gan. C'est clair. Mais oui, mais il n'empêche que cette équipe de France-là, sur la stabilité, et oui, tu as raison, les Turcs sont des péteurs de plomb, donc on sait que si on les fait mal, si on fait un écart, si on arrive très vite à faire un écart et qu'on leur fait mal et que nous, on reste carré dans notre basket et qu'on n'a pas de trou d'air comme on a eu quasiment sur chaque match de cet Euro, ils vont très vite tomber dans du basket, un petit peu dans du hurrah basket, dans du hero ball, et forcément dans du pétage de câble. On sait que Ataman, il a une énorme équipe avec l'Anadolu et il joue sur un style très NBA avec Misic et Charlinkin, bien sûr, sur du pick and roll. C'est pas un grand mec qui prépare les matchs. C'est ce qu'un joueur a dit et c'est ce qui se sait. C'est pas un mec qui tactiquement va aller trouver des choses et tout. Il donne beaucoup de confiance à ses joueurs. Nous, c'est l'inverse. Donc, je pense Vincent, c'est quand même un stratège du basket et on va appuyer là où ça fait mal sur cette équipe turque. Moi, j'ai du mal à être. Il faut y aller confiant et concentré, respecter l'adversaire. Mais on doit prendre ce match. La dernière clé de ce match-là, c'est bien sûr nos temps faibles. Gérer nos temps faibles. Un match de basket, c'est long. Un match de basket, il y a presque toujours un temps faible. Il y a toujours un momentum pour l'adversaire. Il va falloir, pour la première fois de la compétition, arriver à ne pas sombrer, pas prendre un 15-0, pas faire 5 minutes sans marquer de panier. Il va falloir réussir collectivement à trouver des solutions dans les moments difficiles. La défense sera toujours en place. Je pense qu'on peut avoir confiance en notre défense, mais en attaque, il faut continuer à exécuter. Finalement, contre la Slovénie, on n'a pas eu de temps faible. Peut-être la toute fin, peut-être aller après le bon début, le retour de la Slovénie, mais globalement, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait un vrai temps faible, tu vois. Une fin de match, un money time mal négocié, je le mets pas dans le même truc que temps faible. Tu vois ce que je veux dire dans un match. Les fameux trous d'air dont on parlait dans la grande prévue de l'Euro. Donc il va falloir gérer ça. Le rôle du coach, bien sûr, des meneurs de jeu, Thomas Hurtel, Andrew Albici, Eli Okobo qui sera dans ce moment-là. Des grands leaders, donc Kukeshon ou Evan, arrivent à récupérer la balle, à calmer et à remettre de l'allant offensivement quand on en aura besoin. Mais tout ça doit être symbolisé, sacralisé même, avec une chose, c'est les pertes de balles. Absolument. Qui nous flinguent depuis le début de l'Euro. Vincent le répète à chaque match, les pertes de balles. Gérer aussi des temps faibles, mieux des temps faibles, c'est
Garder la balle sous le coude, mettre la balle un petit peu, faire défendre une équipe pendant quasiment 24 secondes, aller provoquer des fautes, aller sur la ligne quand on n'a pas de solution parce que la défense est un petit peu montée d'un cran et qu'on n'a pas de solution, aller provoquer des fautes, aller sur la ligne, être capable de casser le rythme et surtout ne pas perdre de ballon. Ce qui nous tue, c'est qu'on et puis nous sur cette roue, quand on perd des ballons, si on perd des ballons, lay-up. Donc en fait, tu peux même pas défendre derrière. C'est-à-dire t'attaques mal, mais comme tu perds des ballons gros, un peu faciles, tu donnes des lay-ups, donc tu ne peux même pas récupérer ton erreur en défense. Et ça, c'est terrible. Et ça, je crois que les pertes de balles pour ce 8e, mais pour la suite de la compétition, c'est importantissime. On ne peut plus perdre de balles dans les mains, donner des lay-ups à 1 contre 0 à l'adversaire. Tu sais combien de balles on perd par match? Non. 16. En moyenne, hein. C'est incroyable. C'est énorme. C'est énorme. On doit être sous les 15 si on veut. C'est une stat si on veut pas se mettre en danger, là. On doit être sous les 15. C'est une stat d'espoir. 16, ça fait beaucoup. C'est une stat d'espoir Pro B. Et ne m'engueulez pas sur les espoirs Pro B, je suis moi-même issu de cette grande famille que sont les espoirs Pro B. Attends, je regarde par rapport à toutes les autres équipes. Tac. On est 3e équipe qui perd le plus de ballons. C'est énorme. C'est beaucoup trop. Les autres, c'est la Croatie et la Grande-Bretagne. Tu ne peux rien. Ouais, merci, d'accord. Tu ne peux rien espérer avec cette stat-là. Mais comme on l'a dit, nouvelle compète. Tout à fait. On remet tout à zéro. Et sur cette semaine-là, si tu descends à 12 ballons perdus, moins de 12 ballons perdus, eh ben déjà, tu peux rêver différemment. Absolument. Il y a quelques commentaires, je vous vois discuter depuis tout à l'heure. Il y a Max Atama qui me dit on n'a que des joueurs intelligents et pourtant, les pertes de balles sont énormes. Je ne comprends pas ce souci. C'est collectif. C'est vrai. Il est... Tout à fait. Il y a quelqu'un qui dit un bon Thomas Hurtel par pitié, c'est We Call Me God. Super, bravo, hein, rien que ça, quoi. Ouais. Mais Thomas Hurtel va être très important parce qu'il a été capable de passer complètement à côté et ça nous met vraiment dans la merde. Il est capable d'être très bon par moment et ça nous fait quoi qu'il arrive gagner. Donc Thomas doit être bon. C'est tout con parfois. Hein, mais... Thomas, c'est Dr Jekyll et Mr Hyde, mais c'est vrai que quand Thomas est inspiré, quand Thomas est bon, on se souvient l'attaque de zone face à la Bosnie, on se souvient la fin de match contre la Lituanie, quand Thomas est bon, quand Thomas est inspiré, ça change la phase de cette équipe-là, ça change aussi le jeu et le match d'Evan Fournier et ça change aussi le match des intérieurs. Donc rien que ça... après, on sait qu'en plus, je trouve que défensivement, il arrive plutôt à faire un peu les efforts. Oui, donc, c'est pas une tâche. C'est pas une tâche. Voilà. C'est pas, on se souvient qu'il on se souvient de certaines compètes où il a été ciblé, notamment par les Espagnols. Là, je trouve qu'il est plutôt. Heureusement qu'il n'y a pas Shane Larkin, pour le coup. Il est plutôt très digne. Et c'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas Shane Larkin, qui lui a quand même fait beaucoup de misère en Euroleague ces dernières saisons, c'est bon pour nous. De toute façon, là, on est à potentiellement 4 matchs d'un titre d'être de champion d'Europe. Donc, faut tout prendre. Tout prendre. Clairement. Et, je voyais quelqu'un qui disait que Gershon était à 2,5 TO, perte de balle, et Rudy 2,8. C'est trop. Enfin, si c'est des vraies stats, je vais regarder en même temps, mais c'est énorme pour des joueurs intérieurs. Ça me fait toujours mal au cœur quand les joueurs intérieurs perdent beaucoup de balles parce que, et on les voit en général, hein, les dribbles, un peu de trucs, les passes mal ajustées, ça nous rend fous tous devant nos télés ou dans la salle. De la concentration, focus. Voilà, c'est pas le plus dur à corriger au basket. Absolument. Tu nous remontes, s'il te plaît, les cotes pour ce France-Turquie parce que le sondage vient de se terminer et vous êtes à 89% à penser que l'équipe de France va passer dans ce 8e de finale. On rappelle que le vainqueur jouera a priori contre la Serbie, donc ce sera un quart de finale, ce sera mardi. Vraiment énorme. Regarde ça, donc 3,80, 1,32 la France. Ça fait, c'est pas beaucoup pour notre équipe de France, 3,80. C'est juste que tout le monde a confiance, les bookies ont confiance en notre équipe et c'est bien normal. Mettons 20 balles sur l'équipe de France, bien sûr. Mettons 20 balles sur l'équipe de France. C'est parce que Rudy reçoit trop de balles au poste, il ne sait pas les conserver. C'est pas que au poste, hein. Ah, au poste haut, au poste haut. Oui. Alors, il y a beaucoup de systèmes qui commencent avec lui en haut. Hein. Sur du main à main, je trouve qu'il touche beaucoup de ballons. C'est loin du cercle, là-haut, sur des mains à main. Et j'ai l'impression qu'on est scouté là-dessus, qu'on est anticipé et que... Quand c'est Marc Gasol, quand c'est Jokic, et que ça le met pas, qu'il est pas quand très c'est Divac, et qu'il est pas très à l'aise là-dessus. Quand c'est Joachim Noah, c'est une bonne réflexion. Après même sur les pics, sur l'ouverture, on a vu que quand il est dans de la passe, et ça il a énormément progressé là-dessus, sur les passes dans les corners ou pour les tirs à 3 points ou pour aller sur un dribble et ensuite aller attaquer le cercle. On l'a vu aussi ça face à la Slovénie. Dès qu'il veut poser 2 dribbles, mais ça part de tellement haut que les petits ils viennent prendre les ballons. Donc voilà, mais je pense qu'il l'a fait face à la Slovénie. Il perd 2 fois des ballons comme ça. Voilà, maintenant les mecs ils ont dû faire de la vidéo. Là ça marche. Quand tu fais ça c'est bien. Quand tu fais ça c'est bien. Quand tu fais ça c'est moins bien. La dernière petite info qu'on peut vous donner, c'est que l'équipe de France a eu un jour de récup en plus, puisque l'équipe de France a fait son voyage hier pour faire Cologne-Berlin. Apparemment en train c'était très compliqué. La Turquie, elle, se déplace aujourd'hui pour les groupes C et D. Le déplacement était... non, je vous dis une bêtise. Ils ont aussi fait leur truc hier, parce que les croisements c'est A et B. Je dis une bêtise, puisque toutes les autres équipes, les C et D, donc Serbie et Grèce, leur
groupe joueront dimanche. Le croisement est assez simple, donc non, je dis une grosse bêtise. Il y aura autant de récup pour les deux équipes. Le match sera donc à midi. On n'a pas le droit de le rater. Canal+ 360, midi, horaire qui fout un peu la haine, mais bon, au moins ça va lancer notre week-end, et votre week-end aussi, on l'imagine. On va retourner sur toutes les équipes. Un dernier, il faudra faire très attention quand même à certains joueurs turcs que certains ne connaissent pas, qui sont des joueurs de relais. Oui. Notamment Şemus Azer, très bon passeur. Non. Il fait souvent des passes Azer. Ah oui, très bien. Comme dirait mon pote Peyo de Biarritz. Ça marche. Passe laser. Ça marche, on aime, c'est noté. C'est noté pour briller dans le match midi devant le petit poulet. C'est un bon joueur Azer, en plus. Retournez donc vers toutes les équipes et tous les huitièmes de finale. On vous remontre tout de suite le programme des huitièmes de finale samedi et dimanche avec les horaires, s'il vous plaît, en régie, la famille. Et ensuite, on regardera parce que les codes des favoris ont complètement changé. Donc le midi, le Turquie, France, la Slovénie ensuite, l'Allemagne contre le Monténégro à 18h. Ça va être fantastique. On n'a pas dit, mais là, il y aura beaucoup de supporters turcs forcément en Allemagne pour le match. Donc on devrait jouer à l'extérieur. On finira en apothéose avec un incroyable Lituanie-Espagne. Il y a 10 ans, c'était une finale d'Euro. Puis demain, on finira dimanche plutôt avec Serbie et Grèce. Regardons vite fait les cotes des favoris parce qu'elles ont pas mal changé. On voulait vous montrer ça. Il y a forcément une évolution avec le début de la compétition et surtout pour l'équipe de France. Si vous voulez parier encore, ça se passe sur Winamax. Regardez, la Serbie est donc maintenant favori de cet Euro, suivi de 3,25. Moi, c'était mes favoris. Tout à fait. Moi, c'était la Slovénie. La Slovénie passe de 5 à 4,5. La Grèce aussi passe de 5 à 3,5. La France, Erwan, passe de 6 à 10. Forcément, on est toujours quatrième annoncé meilleure équipe, mais on est quand même vachement plus bas. Aujourd'hui, si tu devais changer, parier sur une équipe qui va au bout, tu irais sur qui ? Moi, je reste sur la Lituanie. Sur la Serbie, n'importe quoi. Je reste sur la Serbie, de ce que j'ai vu. Cette équipe-là, alors Jokic est extraordinaire, mais l'exécution collective, tout le monde au diapason. Il n'y a pas un mec qui triche en défense. Il y a beaucoup de rotations. Ils jouent quasiment à 10. Là, ils ont perdu Nedovic pour le tournoi, mais c'est important. Mais en tout cas, il n'y a pas un mec qui triche autour de Guduric, tout ça et tout. Il se passe plein de choses. Misic. Ils ont des joueurs de grand talent. Il n'y a pas un mec qui la joue un peu facile. Moi, je défends pas. On compense. Non, ils se mettent tous le cul par terre. En attaque, le ballon, il fuse. Il va toujours là où il faut. Et puis, t'as un génie qui est Nikola Jokic. Qui monte en puissance dans les stats. Qui monte en puissance dans les stats parce qu'il n'a pas eu besoin de forcer, justement parce que cette équipe-là joue trop bien au basket. Bon, trouve-moi le maillon faible de cette équipe-là. Je pourrais peut-être te dire qu'ils sont pas favoris. Pour moi, c'est les grands favoris. Ça se tient. Hier, je regardais leur dernier match face à la Pologne avec un Jokic fantastique. Et tu sais, depuis qu'on bosse sur le 3-3, tu vois le type de jeu qu'est capable de proposer les équipes serbes en général pendant les tournois 3-3, c'est-à-dire que des joueurs polyvalents, donc capables de jouer tous les postes, en bas, en haut, shoot externe. Je retrouve un peu ce type de choses dans le basket 5-5. Comme t'as Jokic, forcément, ça arrange les choses pour faire ça, mais ils sont tous capables de faire des passes, de jouer en bas, de courir, de tirer extérieur. Il y a aussi cette académie de on fait tout, et donc du coup, on est indéfendable. Bon, forcément, Misic est meilleur passeur avec Jokic, et il y a des mecs plus dans la finition, j'ai envie de te dire, mais tu retrouves l'ADN du 3-3, ou inversement d'ailleurs, 5-5-3-3 de cette équipe serbe, et j'ai du mal à ne pas dire que la Serbie, comme toi, est favori. J'ai juste que j'adorerais voir à un moment donné un match contre la Grèce, parce que l'impact physique de la Grèce, pour moi, pour l'instant, elle peut être insoluble dans cet Euro. Ouais, mais ils sont durs, les Serbes. Ils jouent pas mais l'impact physique, bien sûr. Ouais, à voir. L'impact physique, dans notre sport, en général, tu passes. Mais quand je vois ces Serbes jouer là, et qu'on se souvient que cet été, ils ont mis de côté Teodosic, qui dans la foulée a annoncé sa retraite internationale, et Danilovic, l'ancien Sacha Danilovic, le président de la Fédé serbe, avait dit très bien. On n'a plus besoin de lui, c'est pas grave. On comprend pourquoi, dans l'intensité défensive mise par les Serbes, on comprend pourquoi à un moment donné, on dit non, mais tu ne rentres plus dans ces plans-là. Le Dozic est obligé de t'adapter à lui, si tu le prends. Et donc là, ils sont presque interchangeables, même s'il y a forcément des leaders. Puis tout le monde rentre et amène une très haute intensité en attaque et en défense. Teodosic, on sait qu'il aime bien jouer un petit peu à son rythme. Tout à fait. Tu peux nous mettre vite fait le bracket, s'il te plaît, mon Tom, pour revoir, parce que vous allez voir que la Grèce a quand même... un boulevard, c'est un grand mot, mais la Grèce pourrait se retrouver très très loin, parce que regardez, c'est dans le bracket de gauche, la Grèce donc, pourrait, en gagnant contre la République tchèque, jouer contre l'Allemagne. En demi-finale, ce serait donc Croatie, Finlande,
Lituanie ou Espagne. Donc la Grèce est la grande favorite de. On n'est pas encore tombé dans du bon côté, quoi. Ah bah, je te confirme, puisque nous, donc, si on bat la Turquie, encore faut-il les battre, on joue contre la Serbie s'ils passent, et en demi-finale, c'est la Slovénie si la hiérarchie est respectée. Donc le bracket de droite, on peut se retrouver avec un France-Slovénie, pourquoi pas, mais aussi avec un Serbie-Slovénie qui serait extraordinaire. Là, duel fratricide encore des ex-Hugo, l'euro côté droit va être merveilleux. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on est là, hein, c'est que le niveau est tellement relevé, on ne cesse de le dire, et ça va se retrouver avec le parcours de l'équipe de France. Si on va au bout, ça ressemblera un peu au parcours du Real en Ligue des Champions, c'est-à-dire que tu as eu tous les gros et tu les as tapés. Hein. Ah oui, c'est sûr. On va pas s'avancer, mais faut le dire aujourd'hui. En tout cas, le champion d'Europe qui sortira sera un grand champion d'Europe. Absolument, un très très beau champion d'Europe. Dernière petite question comme ça, si tu devais donner MVP de la première phase, il y a 3 monstres qui ressortent, mais tu dirais qui? Moi, je dirais Doncic quand même. Okay. C'est vrai que je le prononce mal, Doncic. Oui, tu dis très mal, oui. Luka Doncic. Doncic, on n'a plus le droit de le dire. Oh merde. Ah, mais bon, on te l'a dit il y a longtemps, mais tu voulais pas nous entendre. Doncic. Tu mets Luka MVP pour les 47 je mets Luka points quand même, pas que, pour les 36 Ils ont perdu aussi, un match, ça... Ils ont perdu un match, mais non, je mets Luka. Toi, tu mets Luka, ok. Je mets Luka, co-MVP, je mets Luka Yanis. Moi, je pense quand même que je mets Yanis. Hein. Ah, vas-y. Putain, avec Yanis... J'ai une grosse pensée pour, il fait 25 et un 9 pour Dorsey aussi. Ah, Taylor Dorsey, magnifique. Taylor Dorsey qui me régale. Ça change les choses. Hein. Ils ont une sacrée... Lucas, c'est magnifique aussi. Ils ont une bête d'équipe. Je voyais quelqu'un qui disait qu'ils étaient surcotés, les Grecs. Bon, bah d'accord, ok. Ils ont une équipe extraordinaire. S'ils vont au bout, il n'y a rien à dire. Putain, c'est le Yanis. Il n'avait pas été bon en 2019. Il revient, là. Il est double MVP. Il est champion. Ce dunk qui était fou. Tu l'as vu celui-là d'ailleurs, Erwan? Parce que hier, tu étais parti voir Victor à Marcel Cerdan. Regarde le ralenti de dos. Et regarde la hauteur de Yanis et tu me dis ce que t'en penses. Il sait faire ça, lui. Regarde de dos, s'il te plaît, parce que oui, t'as pas le retour là. Regarde la tête. Putain, dommage. La tête est au niveau de l'arceau. Les yeux sont au niveau de l'arceau pour Yanis Antetokounmpo. Bon, voilà, écoute, hein, on suivra en tout cas le parcours de la Grèce. Le tout, ce sera sur Canal+. C'est ce qu'on avait dit au début. Hein. On va finir là-dessus. C'est que les frères Antetokounmpo ont amené une dimension athlétique que les Grecs n'ont jamais vraiment eue. Verticale en tout cas, et il y a toujours cette académie autour de coach Itoudis, donc ils jouent bien au basket et en même temps ils sont très athlétiques et Yanis décante des situations dans leurs moments faibles. Non, c'est un vrai gros casse-tête, cette équipe grecque, et je vois pas en quoi il y a quelque chose de surcoté. Attention à Itoudis qui en fait énormément sur le banc quand même. Bon, ça, ils sont beaucoup. Non, mais lui, il en fait vraiment beaucoup. Il y a Camille qui nous dit Yanis MVP plus impactant sur les deux côtés du terrain. C'est vrai, Luka est une faiblesse en défense. Ça compte. Dans ce cas-là, il sera jamais MVP. Et le basket, la défense est Doncic. aussi importante que l'attaque. Doncic. Luka Doncic. Maintenant, t'as plus. Luka Doncic, c'est facile à se retenir. Je vais l'appeler Luka. Doncic. J'arrive à dire Antetokounmpo comme si c'était mon nom de famille. Ouais. J'arrive pas à dire Doncic. Parce que tu sais, c'est toujours pareil, c'est les bases. Les bases n'ont pas été installées derrière. Tu t'habitues mal. C'est comme à l'école, quoi. Je sais pas lire parce que j'ai raté le CP. Exactement comme à l'école. On a fait le tour sur l'euro, les amis. On a fait le tour sur l'euro. Vous pouvez nous retrouver évidemment sur YouTube et vous nous dites surtout dans le chat maintenant et dans les commentaires pour qui est votre grand favori. J'ai pas fini après, Erwan. Non, pardon. Je voulais te poser une question. Je t'en prie. Hier, tu étais à Marcel Cerdan. Ouais. Bien sûr. Ouais. Hier, tu es parti avec Steph au match amical entre les Metropolitans 92, coaché par Vincent Collet depuis l'Allemagne, face au Portel. Match amical donc pour le match de Pro A, bref. Et donc, il y avait Victor Wembanyama sur le terrain. Tu peux nous en parler un peu? Ouais, hier avec Steph, on est allé voir Victor donc à Marcel Cerdan et c'était intéressant. Il a pas starté, il a mis 14 points au total. Il a mis 14 points en première mi-temps. Sur beaucoup de pick and flare, pick and pop à 3 points dans l'axe. Il a progressé terriblement dans son tir externe. Tu vois qu'il a une vraie confiance maintenant. Puis même dans sa manière d'être sur le terrain, c'est une star. C'est moi. Ouais. Une star, je trouve que ça serait trop. Parce que c'est pas le bon mot parce que c'est encore un jeune, un gamin. Mais en tout cas, donnez-moi la balle, ça va aller. Voilà, tu sens qu'il est dans une année où, ouais, je vais me faire drafter et le but c'est d'être premier de la draft. Il faut que je le montre et donc il tente des choses, il y a des excès, mais je pense que il faut aussi que qui tente ce genre de choses. Faire, hein, de tenter ça c'est du côté de l'attaque. À un moment donné, il fait un move post-up, tu vois, il fait sauter le mec tac, il enroule, puis il va finir et tout. Avec Steph, on fait. Il joue beaucoup d'ISO. Il en joue quelques-unes. Alors hier, il est énormément trappé. Ça va arriver dans la saison. Il provoque beaucoup de fautes. Alors les gens ne comprennent pas, sont souvent frustrés. Mais pourquoi on siffle? Ouais, mais parce qu'en fait,
nous, de l'extérieur, ce qu'on disait avec Steph, c'est que dès qu'il poste, déjà, il est tellement grand, il prend tellement... Donc, tu es obligé d'accrocher quelque chose. Donc, il y a tout le temps faute. Et ça, c'est pas des choses qu'on va voir sur Instagram. Mais par contre, c'est des choses qui font mal, qui abîment aussi une équipe adverse. Et puis, défensivement, il doit mettre 5 ou 6 contres. Ah ouais? Ouais. Alors, en face, on est sur des pivots plutôt de petite taille, mais toujours ce sens du timing. Il change de gamme. Il va mettre un contre à 3 points, un petit peu à la Yanis aussi. Voilà, il change le jeu. Quand il est sur le terrain, il change le jeu. Puis tu sens qu'il a un talent supérieur. Dès qu'il a la balle, tout le monde s'attend à ce qu'il se passe quelque chose. C'était bien de le voir. Et je me dis qu'on est qu'en septembre et que jusqu'à la prochaine draft, fin juin, il va se passer tellement de choses pour ce garçon-là. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il est dans un environnement où on a compris qui il était, qu'on allait tout faire pour lui. C'est pour ça qu'il est parti, on imagine. J'ai l'impression que lui aussi, il a compris que c'était plus une simple licorne. Ah, je suis sur le terrain, oui, je peux mettre des tirs. Je sens un début de la voix qui mue quoi, dans le jeu. Tu vois, voix qui mue. La voix qui mue. En tout cas, on pourra suivre. Il y a bientôt le Media Day du championnat. C'est le 20 septembre, pardon. Il y aura le début du championnat. On sait que les Mets vont partir à Las Vegas pour une double confrontation face à l'équipe de G-League. Ce sera sur ESPN. Ce sera la totale jambon fromage pour voir Yanis aux États-Unis. 2 matchs en plein championnat autour de la 4e journée. Ça va être un truc qui n'a jamais été fait et on va tous suivre ça avec beaucoup d'impatience avant le début de la NBA. Donc voilà aussi l'impact médiatique et l'impact pour son club de Victor Wembanyama, c'est que voilà, il se passe des trucs complètement fous et comme c'est à 150 mètres, eh bien, on ira le voir avec grand plaisir pour voir son évolution. Ce qu'on souhaite pour Victor, c'est pas de blessure, qu'il reste en bonne santé et qu'il puisse jouer. Le reste, on n'a aucun doute, mais les blessures l'année dernière, depuis 2 ans d'ailleurs, sont venues s'accumuler encore cet été avec l'équipe de France. Pour l'instant, il n'y a pas de souci, on gère son temps de jeu, mais il n'y a pas de souci physiquement. Hein. Ah non, hier j'ai trouvé un mec en forme, véloce, non, très bien, bien dans son basket. Et c'est que le début, là, on est encore qu'en prépa. Parce que tu l'avais vu l'année dernière au tournoi du Paris Basket, avec Lasvel, je me souviens. Ouais. Et tu as vu un changement? J'ai vu un jeune potentiel l'année dernière, il y a 1 an avec Lasvel, qui était beaucoup dans le tir externe, notamment. Bon, après, c'était Lasvel, certes, mais je voyais un jeune content d'attaque qui courait un peu partout. Là, j'ai déjà, 1 an plus tard, je vois un mec qui sait choisir ses moments. Là, je vais aller là parce que c'est le moment et que là, je suis à l'aise. Hop. Là, je vais aller là. Voilà. Donc, voilà. La progression d'1 an dans la compréhension du jeu et dans la compréhension de son jeu, c'est déjà... Moi, j'arrive... On peut vivre quelque chose d'exceptionnel avec ce garçon. Bon, écoute, on va suivre ça avec beaucoup de... Je sais plus ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. On va se focus là-dessus. Dernier truc, les amis, on part à Berlin, vous le savez, demain matin pour suivre l'équipe de France. On va arriver ric-rac pour le début du match. Mais si vous êtes à Berlin, n'hésitez pas à nous envoyer plein de messages ou des bonnes adresses. On est toujours friands de ce genre de choses. Vous pourrez nous suivre sur les réseaux. Il y aura des previews avant les matchs. Il y aura des débriefs dans la salle après les matchs à monter et à retrouver le lendemain matin. On va faire notre possible pour vous faire découvrir aussi la ville de Paris, mais ce qui se passe autour de l'Eurobasket avec les fans. On a vu tellement de super fans, les Lituaniens, les machins. Je suis sûr qu'il y aura de très belles images. Les fans français seront à l'honneur. On va faire en sorte aussi de faire signer ce maillot de l'équipe de France pour vous l'offrir un peu plus tard. Hop, je vous le remonte, le maillot de l'équipe de France. Jordan, vous adorez, magnifique. Par Vincent Hulkogan collé. Tout à fait, avec plaisir. Et on vous fait aussi gagner des petits produits Dear Basketball. Ça va se passer bien sur les réseaux sociaux, puisqu'il y a toute une collection autour de l'équipe de France. Capitaine Evan, la réjection de notre ami Rudy Gobert. Voilà, ça se passe sur Dear Basketball. Ça se passe sur nos réseaux pour les jeux concours si vous voulez gagner un maximum de t-shirts. Voilà, Erwan. Allez, on va préparer nos valises. Allez, valise, faut que j'aille à la cave, que je commence à faire un truc. 9 jours, c'est beaucoup, hein. Ich bin Berliner. Ich bin Berliner, bien sûr, c'est la chose qu'on sait dire, mais c'est pas grave. Berlin est à nous, les amis, on se retrouve, sur la chaîne First Team, sur YouTube et en direct sur Twitch. Salut. But I'm about it, if you bout it, don't give a fuck if you're involved, 'cause I'm about it, if you bout it.